Bienvenue au troisième webinaire de la série de 4 volets sur les compétences essentielles en milieu de travail. Les webinaires guident la mise en œuvre de programmes de formation en compétences essentielles dans votre milieu de travail. Le webinaire 3 porte sur la formation. La série vous présente toute l'information dont vous aurez besoin pour lancer un programme de formation. Les webinaires et tous les outils présentent un processus par étapes qui va de la détermination des besoins en milieu de travail jusqu'à l'évaluation de la formation. Le webinaire 1 présentait un aperçu des compétences essentielles. Nous y avons abordé une étude de cas illustrant les retombées de l'amélioration de la maîtrise des compétences essentielles chez tous les apprentis. Le webinaire 2 vous a aidé à déterminer les besoins en compétences essentielles dans votre organisation, ainsi que ceux d'apprentis et d'employés en particulier. Le webinaire 3 porte sur la mise en œuvre d'une formation en compétences essentielles et présente des conseils sur l'évaluation de votre programme de formation en compétences essentielles. Le dernier webinaire, le webinaire 4, décrira ce qu'il faut faire pour commencer et vous présentera des outils et des ressources qui peuvent vous aider à mettre en œuvre un programme de formation en compétences essentielles dans votre organisation. Dans le webinaire 1, nous avons appris à comprendre les compétences essentielles. Elles sont jugées essentielles parce qu'il s'agit de compétences dont chacun a besoin pour travailler, apprendre et fonctionner dans la société. Elles sont les assises, les bases qui permettent d'acquérir d'autres compétences. Nous avons exploré ces 9 compétences essentielles: la lecture, l'utilisation de documents, la rédaction, le calcul, la communication verbale, la capacité de raisonnement, le travail d'équipe, l'informatique, la formation continue. Si vous pensez avoir besoin de rafraîchissement au sujet de ces compétences, revenez au webinaire 1 qui présente des descriptions détaillées de chaque compétence essentielle ainsi que des exemples en milieu de travail qui les démontrent. Au cours du webinaire 2, nous avons appris que l'évaluation des besoins en milieu de travail constitue la première étape de l'élaboration d'une stratégie de formation en compétences essentielles. Cette évaluation permet de réunir de l'information sur les forces et les faiblesses de l'organisation et des personnes sur le plan des compétences, sur les besoins en formation et les priorités en la matière. Une évaluation des besoins en milieu de travail fait 2 choses clés. Elle détermine si les lacunes sur le plan des compétences essentielles ont une incidence sur le rendement de votre organisation. Elle détermine les compétences dont votre organisation a besoin pour prospérer et les compétences individuelles dont les apprentis et les employés ont besoin pour s'épanouir. Les résultats de cette évaluation indiquent les programmes et les activités que votre organisation doit lancer dans le domaine des compétences essentielles. Au cours du webinaire 2, nous avons aussi discuté de la façon de procéder à une analyse des besoins individuels en formation. Cette analyse aide les apprentis et les employés à déterminer les compétences dont ils ont besoin pour s'améliorer et, ce qui est tout aussi important, elle leur permet de reconnaître celles qu'ils possèdent déjà. Lorsque l'on crée un environnement positif et propice à l'évaluation des besoins en formation, les apprentis et les employés sont plus susceptibles de participer à des possibilités de formation. Dans l'évaluation de leurs besoins, il importe de leur permettre d'examiner leurs propres forces, d'accroître leur confiance en soi, d'explorer des possibilités pour atteindre leur but. Cet exercice d'exploration place les apprentis et les employés dans une meilleure position pour prendre des décisions éclairées sur les prochaines étapes de leur cheminement de carrière, ce qui peut inclure à la fois l'actualisation des compétences essentielles et une formation spécialisée. Au cours du webinaire 2, nous avons constaté qu'il est possible d'utiliser ce tableau simple pour suivre des problèmes de rendement, des compétences essentielles qui manquent et la priorité accordée à la formation au cours de l'évaluation des besoins en milieu de travail. Lorsque vous avez documenté les résultats de votre évaluation des besoins en milieu de travail et de votre analyse des besoins individuels, les besoins de votre organisation deviennent clairs. Vous savez aussi quels groupes ou personnes sont touchés. Ces données vous fournissent ce dont vous avez besoin pour déterminer les priorités et les objectifs en matière de formation et choisir la formation et les activités appropriées pour acquérir les compétences essentielles dont votre organisation a besoin. Si vous voulez rafraîchir votre compréhension de ces outils, jetez de nouveau un coup d'œil au webinaire 2. Maintenant que nous avons passé rapidement en revue les éléments essentiels du webinaire 2,
Passons au webinaire 3. Le webinaire 2 comportait une feuille de travail qui doit vous aider à déterminer les objectifs, les besoins et les priorités de votre organisation en matière de formation en compétences essentielles. Par exemple, les objectifs pourraient inclure l'amélioration de la production ou la réduction des erreurs. Les besoins pourraient inclure l'amélioration de la capacité de lecture de tous les employés. On a signalé que l'attribution d'une priorité à la formation tiendrait compte d'éléments comme le budget nécessaire, le coût pour l'organisation de la non-satisfaction des besoins de formation en compétences essentielles et l'effet que la formation pourrait avoir sur les buts de l'organisation. Maintenant que vous avez procédé à une évaluation des besoins en compétences essentielles en milieu de travail et à une analyse des besoins individuels en formation et défini des buts, des besoins et des priorités en matière de formation en compétences essentielles, vous êtes prêt à élaborer la formation. Le webinaire 3 s'appuie sur de l'information trouvée dans le document intitulé Plan d'action, Introduction, de Ressources humaines, Développement des compétences Canada. Ce document présente un processus en 7 étapes à suivre pour élaborer et intégrer la formation aux compétences essentielles en milieu de travail et une série d'outils et de conseils. Son adresse web est indiquée au bas de la diapositive. La partie 1 de ce webinaire analyse plus en détail un éventail de possibilités de formation et la partie 2 présente des conseils sur l'évaluation de la formation. Au cours de la partie 1, nous allons discuter de toutes les façons possibles de créer un programme de formation en compétences essentielles, approches structurées et non structurées d'acquisition du savoir, comme les cours théoriques en classe, la formation en cours d'emploi et l'apprentissage en ligne, et nous nous pencherons sur la présentation par des ressources internes ou en mode impartition. Nous allons discuter de stratégies de mise en œuvre qui mettent à contribution les ressources communautaires, le réseautage et les partenariats. Enfin, nous allons vous aider à répondre à certaines des objections les plus courantes à la mise en œuvre de programmes de formation et nous vous fournirons des conseils éprouvés afin d'aider votre milieu de travail à adopter et intégrer la formation en compétences essentielles. Lorsque vous commencerez à bâtir votre programme de formation en compétences essentielles, vous ferez face à une foule d'options. Vous devrez choisir parmi différentes démarches, techniques et méthodes de présentation de la formation. Il y a de nombreuses ressources que vous pouvez utiliser. Après avoir envisagé les options disponibles, vous pouvez commencer à élaborer un plan de formation. On a recours à des approches structurées et non structurées de la formation pour améliorer les compétences essentielles en milieu de travail. La formation structurée comporte habituellement des activités organisées qui ont des objectifs d'apprentissage précis. La formation théorique en classe en est un bon exemple. La formation non structurée est moins rigide. La formation en cours d'emploi, où l'on apprend en travaillant avec des collègues, est un exemple de formation non structurée. En formation de travail, les choix varient énormément. À une extrémité du spectre, on trouve les cours tout faits ou préparés d'avance, dont le contenu et les activités déjà établies visent à produire des résultats particuliers. Les cours visant à obtenir un diplôme de fin d'études secondaires ou à initier à l'informatique sont des exemples de programmes tout faits couramment inclus dans un programme de formation en compétences essentielles. Ils sont habituellement présentés au cours d'un manuel ou d'un logiciel et constituent la seule façon disponible d'obtenir le crédit reconnu. La formation personnalisée vise à répondre aux besoins d'une personne et d'une organisation. Les apprenants collaborent avec les formateurs et d'autres intervenants durant tout le cycle d'acquisition du savoir. Par exemple, un moniteur adopterait des activités d'acquisition du savoir pour quelqu'un qui constate qu'un cours de rédaction en milieu de travail ne répond pas à son besoin d'acquérir des techniques de rédaction de rapports. Il pourrait aussi modifier la formation en mathématiques pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent à obtenir des niveaux différents de reconnaissance professionnelle. Il faut adapter la formation et l'utilisation de documents pour y inclure des documents réels du milieu de travail. Il est tentant d'adopter une formation toute faite en compétences essentielles parce que c'est tellement facile. Il importe toutefois d'évaluer attentivement si cette formation répond à vos besoins particuliers. La formation personnalisée ne fait pas que viser vos objectifs précis en formation. Elle contextualise aussi l'acquisition du savoir en fonction de votre milieu de travail et de vos apprenants.
Un milieu de travail peut offrir à la fois une formation personnalisée et une formation toute faite en même temps. Par exemple, des employés peuvent chercher à obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires, tandis que d'autres participent à des activités de prise de décision collective et de travail d'équipe, et d'autres encore recherchent une formation dans des compétences spécialisées d'un métier. On essaie d'appliquer des méthodes de formation structurées et non structurées à tout un éventail de techniques de formation. Commençons par définir les techniques les plus courantes. La formation en classe comporte un groupe d'apprenants et est dirigée par un moniteur ou un expert. Il s'agit d'une technique de formation structurée et, par conséquent, officielle. La formation en classe peut se donner sur place ou à l'extérieur, être payée entièrement ou en partie par l'employeur, être donnée ou non durant les heures de travail. Le cyberapprentissage s'entend de cours en ligne ou sur CD-ROM. On considère qu'il s'agit d'une formation structurée. Le cyberapprentissage peut être autodirigé, ce qui signifie que les apprenants gèrent eux-mêmes la formation, ou animés par un tuteur. La formation en cours d'emploi, comme vous pouvez vous y attendre, se déroule en milieu de travail et comporte la maîtrise pratique de tâches, d'habilités ou de procédés. Elle est structurée lorsque les tâches et les compétences à apprendre sont définies clairement et que l'acquisition du savoir se déroule dans un ordre précis. Elle est non structurée lorsque, par exemple, les apprentis et les employés demandent à des collègues de leur apprendre à faire quelque chose. Il y a mentorat lorsqu'une personne apprend à une autre à exécuter des tâches. Le mentorat est structuré lorsque l'organisation coordonne le jumelage d'un travailleur plus qualifié ou chevronné à un apprenti ou employé moins qualifié ou chevronné. Il est non structuré lorsque deux personnes décident elles-mêmes d'établir une relation de mentorat sans l'intervention de leur organisation. L'auto-formation consiste à apprendre de façon indépendante et autodirigée sans supervision directe. Elle est structurée lorsque les activités d'acquisition du savoir sont organisées et reliées à des objectifs officiels. Sinon, elle est non structurée. L'auto-formation peut être entreprise par un apprenti, un employé, et peut se dérouler au travail et dans les temps libres du travailleur. L'apprenti ou l'employé peut obtenir des documents d'acquisition du savoir par l'entremise d'une association professionnelle ou du milieu de travail. Les employeurs peuvent fournir des documents de référence ou des manuels pour aider les apprentis et les employés à acquérir des compétences essentielles. Ces documents peuvent être sur papier ou électroniques, inclure des conseils ou des rappels, des rapports, des articles, des tableaux, des affiches, des manuels d'utilisation et des guides de consultation. Le choix des techniques appropriées à votre programme de formation aux compétences essentielles dépend de nombreux facteurs, notamment les suivants: l'envergure du programme, le nombre d'apprentis et d'employés inscrits, les techniques de formation utilisées, le niveau d'appui à l'éducation et à la formation, la disponibilité et la proximité d'établissements d'enseignement et de formateurs. Lorsqu'il faut choisir une technique de formation, il faut prendre le temps d'évaluer les contextes de votre milieu de travail pour pouvoir choisir les techniques qui conviennent le plus à celui-ci. Ce tableau nous rappelle ce dont il faut tenir compte lorsqu'on choisit la formation en classe comme technique de formation. La formation en classe est un bon choix lorsqu'il faut former de nombreux apprentis et employés, ou lorsqu'on veut leur permettre d'échanger de l'information ou de pratiquer des tâches d'un emploi et d'obtenir des commentaires sur le champ. Lorsque vous envisagez une formation en classe, il faut tenir compte des facteurs suivants. Elle peut coûter plus cher que d'autres méthodes. Il y a une perte de temps au travail pour la formation et peut-être pour les déplacements. Coupérez-vous le temps perdu ou la formation sera-t-elle donnée sur le temps des apprentis et des employés? Pouvez-vous intégrer la formation aux compétences essentielles dans une formation existante, comme la formation sécurité? Le guide de ressources humaines Développement des compétences Canada intitulé Plan d'action décrit les circonstances du milieu de travail et des facteurs dont il faut tenir compte au sujet des autres techniques de formation dont nous avons discuté dans le webinaire. Il se peut très bien que votre solution de formation utilise plus d'une technique. La formation aux compétences essentielles peut utiliser des ressources internes ou des experts de l'extérieur. Si votre organisation ne compte pas d'experts de la formation en compétences essentielles, vous devrez trouver un formateur à l'extérieur. Si vous décidez de créer et de présenter de la formation à l'interne, voici des conseils qui vous aideront à personnaliser la formation en fonction de votre milieu de travail. Dressez une liste des professions dans votre organisation. Déterminez les groupes professionnels qui ont besoin de formation en compétences essentielles. Trouvez le profil des compétences essentielles des professions en cause. Si vous ne trouvez pas le profil exact, vous pouvez utiliser celui d'une profession semblable ou une description de fonction.
Analysez les profils pour déterminer les tâches que les employés et les apprentis doivent exécuter et leur niveau de complexité. Créez les activités de formation qui aident les employés et les apprentis à pratiquer ces tâches et leur permettent de progresser des tâches moins complexes à d'autres plus complexes. Il faut aussi vous assurer que les activités de formation ressemblent de près aux tâches prévues des apprentis et des employés. Choisissez du matériel réel du milieu de travail afin d'appuyer l'activité de formation. Il peut s'agir de guides, de documents, de politiques ou de tableaux. Si vous décidez d'embaucher un formateur de l'extérieur, n'oubliez pas que le facteur le plus crucial dans la réussite de la formation, c'est l'ampleur de son expérience de la présentation de formation en compétences essentielles. Que la formation soit interne ou impartie, le formateur doit aussi bien connaître votre organisation. Afin de présenter de la formation efficacement, les formateurs doivent comprendre la culture, les forces, les défis et les activités de votre milieu de travail. Ils doivent aussi avoir certaines connaissances du travail de l'apprenant et bien connaître l'apprentissage hybride. L'expression apprentissage hybride signifie utiliser plusieurs techniques différentes d'acquisition du savoir afin de mieux intégrer et regrouper l'acquisition du savoir. Dans ce cas, par exemple, on avait recours à la formation en cours d'emploi pour appuyer la classe en formation. Il faut aussi vous assurer de savoir comment les progrès des participants seront suivis et évalués, comment le formateur s'assurera que les renseignements personnels des participants demeurent confidentiels. Lorsque vous travaillez avec un formateur de l'extérieur, il faut commencer à rédiger un contrat clair qui précise le rôle et les responsabilités du formateur et de votre milieu de travail, ainsi que les détails importants comme le coût, le calendrier et l'emplacement de la formation, les objectifs et les produits à livrer. Créez un plan de formation qui décrit comment le travail sera effectué. Fournir au formateur les documents et le matériel approprié qui ont trait au milieu de travail. Communiquer périodiquement avec le formateur. Suivre activement l'évolution de la formation pour assurer qu'elle répond aux objectifs et produit les résultats escomptés. Outre les formateurs du secteur privé, il existe tout un éventail de ressources capables de présenter ou d'améliorer votre programme de formation en compétences essentielles. Les ressources comprennent des associations de gens d'affaires, les gouvernements et les syndicats. Le gouvernement fédéral offre des programmes d'amélioration des compétences et de développement communautaire et des affaires. Les gouvernements provinciaux et territoriaux offrent des programmes par l'entremise de leur ministère du Travail ou de l'Immigration. Il existe aussi des organisations de formation spécifiques à une culture qui sont efficaces. Vous pouvez aussi explorer les possibilités d'établir des partenariats avec d'autres organisations qui ont des besoins en formation semblables aux vôtres. Lorsque vous essayez d'obtenir l'appui de la direction pour présenter de la formation, celle-ci peut formuler certaines objections. Voici les 4 les plus courantes. Il n'y a pas suffisamment de formateurs, d'encadreurs et de mentors. Il n'y a pas de temps disponible pour la formation, nous sommes trop occupés, nous ne pouvons pas nous passer de personnes pour la formation. Il est trop difficile d'intégrer la formation dans l'horaire de travail des employés. Ça coûte trop cher. Quelle est donc la meilleure façon de réfuter ces objections? En ce qui concerne le premier point, pas suffisamment de savoir-faire, s'il n'y a pas suffisamment de formateurs, d'encadreurs et de mentors, il y a des solutions. Pour renforcer votre capacité, vous pouvez demander à vos formateurs internes d'organiser des ateliers de formation des formateurs avec des membres appropriés du personnel ou recourir à des ressources de l'extérieur qui collaboreront avec les formateurs internes. Dans le cas du deuxième point, si la direction affirme qu'on n'a pas le temps d'élaborer ou de présenter la formation, vous pouvez répliquer par les suggestions suivantes. Intégrer la formation en compétences essentielles dans une formation existante comme la formation en sécurité sur des questions techniques ou en service à la clientèle. Présenter la formation en brefs segments pendant une période plus longue. Trouver des documents et des ressources externes de formation en compétences essentielles que vous pouvez personnaliser pour votre milieu de travail. Vous demandez si des stratégies de formation interne comme la formation en cours d'emploi conviennent. Si l'on craint qu'il soit trop difficile d'intégrer la formation dans l'horaire de travail des employés et des apprentis, vous pourriez discuter des possibilités suivantes. Intégrer la formation aux compétences essentielles dans la formation existante, créer un centre d'apprentissage pour des employés et apprentis, recourir au cyberapprentissage, donner de la formation en petits groupes, de la formation individuelle, de la formation en cours d'emploi ou du mentorat en cours d'emploi, ou présenter la formation au cours des temps morts ou des périodes moins occupées si les niveaux d'activité au travail varient. Lorsque le coût est un problème, vous pouvez suggérer d'intégrer la formation aux compétences essentielles dans une formation existante.
Proposer des partenaires et des réseaux possibles. Voir les ressources mentionnées plus tôt. Proposer de personnaliser pour votre milieu de travail des documents de formation existants de l'extérieur. Calculer ce qu'il en coûte de ne pas offrir la formation. Signaler que la formation aux compétences essentielles peut avoir de nombreuses retombées positives comme la réduction du nombre d'incidents dans le domaine de la sécurité. L'étape suivante consiste à créer un plan de formation afin de répondre aux besoins en compétences essentielles d'un groupe ou d'une personne. Le guide Plan d'action contient des listes de contrôle et une feuille de travail que vous pouvez utiliser pour créer et regrouper vos plans de formation. La feuille de travail vous aide à rester organisé et peut être utile lorsque vous présentez vos idées à des apprentis, des employés, des collègues ou de la direction. Utilisez une feuille de travail distincte par groupe ou par personne qui a des besoins en formation différents. Avant de terminer, confirmez les processus à suivre pour faire approuver votre plan afin de suivre les procédures établies et de présenter les documents que votre organisation attend. Il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte dans l'élaboration de votre plan de formation aux compétences essentielles. Destinataire de la formation, besoins particuliers en apprentissage, méthodes et techniques que vous utiliserez, question de savoir si la formation sera impartie ou donnée à l'interne, calendrier et fréquence des activités de formation, question de savoir si la formation sera volontaire ou obligatoire, sans oublier le coût. Nous avons déjà discuté de certains de ces facteurs. Besoins en apprentissage, les compétences essentielles à être actualisées, techniques de formation, formation en classe, cyberapprentissage et ainsi de suite, et présentation, formation à l'interne ou impartie. Dans les prochaines diapositives, nous allons jeter un coup d'œil aux autres éléments de votre plan de formation. Tous les employés ou les apprentis, tous les membres d'une profession ou certains d'entre eux seulement peuvent constituer la clientèle visée par une formation en compétences essentielles. Le temps nécessaire à la formation dépend en grande partie des compétences essentielles visées et de la technique de formation que vous choisissez. Consultez les experts en compétences essentielles au sujet du temps nécessaire. Soyez réaliste au sujet des progrès et du taux d'avancement que peut atteindre un apprenti ou un employé. La mise à jour de compétences essentielles prend du temps et s'améliore avec la pratique. La fréquence et la durée de la formation pourraient être d'une demi-journée par semaine pendant 6 semaines ou à temps plein pendant 2 jours. La formation peut durer une demi-heure, être intégrée à des séances de formation hebdomadaires qui ne portent pas sur les compétences essentielles. L'aperçu de votre plan doit indiquer la date de la formation, si elle est connue, ou le temps approximatif nécessaire pour élaborer et présenter la formation. La formation peut se dérouler au cours ou en dehors des heures de travail, ou au cours de l'heure du déjeuner ou en soirée. Il y a de nombreuses options en ce qui concerne la participation. La formation peut être obligatoire pour tous les employés et les apprentis ou seulement pour ceux que vise la formation en compétences essentielles. Elle peut être recommandée pour les membres d'un groupe type, mais volontaire. Elle peut être volontaire, mais son achèvement réussi peut être lié au cheminement de carrière. Elle peut aussi être volontaire pour tous les employés et les apprentis ou seulement pour ceux qui sont ciblés spécifiquement. Truc pour réussir. Lorsque vous réfléchissez à votre politique sur la participation, la motivation et les présences seront probablement plus fortes si les participants sentent qu'il s'agit de leur programme. Ils sont aussi plus susceptibles de se charger de maintenir le programme. Il ne devrait pas y avoir de stigmatisation rattachée à la participation au programme, ni aucune menace pour la sécurité d'emploi si les travailleurs ne veulent pas y participer. La façon de faire connaître le programme et la formation est cruciale. Comme dans le cas du temps nécessaire pour la formation, il y a aussi de nombreuses façons possibles de financer la formation qui auront un effet sur le budget dont vous aurez besoin. Les frais et autres coûts reliés à la formation peuvent être remboursés en totalité ou en partie. Vous devez aussi déterminer si vous engagerez des coûts temporaires en personnel ou autres pendant que les participants suivent leur formation et ce qu'il faut faire pour les couvrir. Par exemple, vous devez peut-être demander une augmentation de budget ou embaucher du personnel temporaire. Lorsque vous avez répondu à ces questions, il faut ajouter au schéma de votre plan de formation le coût par employé et le coût total estimatif de la formation pour tous les participants. Pour que votre plan et la formation soient un succès, il est crucial d'obtenir l'appui d'intervenants clés, apprentis, employés, direction, formateurs et tout autre groupe comme syndicats ou personnes qui peuvent avoir de l'influence sur la réussite de la formation. Une façon importante d'y parvenir consiste à les faire participer à la planification. Il faut sensibiliser les intervenants aux compétences essentielles et à leurs avantages, établir un comité des compétences essentielles en milieu de travail, faire participer tous les intervenants,
Faire passer des messages positifs au sujet du programme et de ses objectifs afin de mobiliser des appuis. Lorsque vous permettez aux intervenants de contribuer vraiment, vous établissez une vision commune. Une communication planifiée durant tout le processus de planification et la présentation de la formation mobilisera et maintiendra des appuis, créera un programme plus solide et permettra de repérer rapidement tout obstacle. Pour trouver d'autres conseils sur la façon d'obtenir l'appui des apprentis, des employeurs et des cadres, jetez un coup d'œil à l'étape 6 du plan d'action mentionné plus tôt. Voici quelques trucs utiles pour l'intégration de la formation aux compétences essentielles dans le milieu de travail. Intégrer les activités de formation en compétences essentielles dans des séances de formation existantes, comme la formation technique sur la sécurité. Par exemple, vous pouvez créer des activités de formation en compétences essentielles appropriées aux séances de formation. Vous pouvez aussi organiser des activités de formation en compétences essentielles durant des activités en milieu de travail, comme des réunions et des séances d'édification d'équipe. Personnaliser la formation existante en compétences essentielles en utilisant des formulaires, documents de lecture et exemples tirés de votre milieu de travail. Encouragez les apprentis à collaborer avec des collègues pour compléter leurs activités de formation. Leurs forces différentes en compétences spécialisées les aideront à apprendre les uns des autres. Appuyez l'élaboration de plans de perfectionnement personnel. Ces plans peuvent inclure toute activité de perfectionnement, comme le fait d'organiser une réunion du personnel ou de suivre un cours, permettre aux apprentis et aux employés de revoir et de perfectionner les compétences essentielles nécessaires pour les tâches de leur travail. Par exemple, passer en revue des formules et des tables de calcul d'une mesure et comment trouver et interpréter de l'information dans un code ou un guide comme élément de l'apprentissage de tâches en milieu de travail. Offrir des incitatifs appropriés à l'amélioration des compétences, faire preuve d'innovation. La reconnaissance du savoir acquis et des réussites constitue un facteur de motivation important. Il ne faut pas oublier que le succès entraîne le succès. Il faut vous assurer que les documents de votre milieu de travail soient clairs et faciles à utiliser. C'est une façon facile de simplifier les tâches complexes pour aider à les comprendre. Il faut assurer qu'il existe une façon structurée de documenter et de distribuer le savoir pratique afin que les employés et les apprentis aient facilement accès au savoir dont ils ont besoin. Permettre aux apprentis d'échanger et de réfléchir sur leurs expériences d'acquisition du savoir. Appuyer les apprenants et favoriser l'acquisition du savoir. Voici une liste de choses que vous pouvez faire pour démontrer que votre organisation attache de la valeur à la formation en compétences essentielles. Encourager les employés et les apprentis à demander de la formation, promouvoir le plan d'apprentissage, offrir des incitatifs, récompenser le succès, prévoir dans les horaires de travail du temps pour la formation en compétences essentielles. Dans la partie 2, nous décrivons pourquoi il importe d'évaluer votre formation, les étapes à suivre lorsque vous l'évaluez, comment déterminer l'information nécessaire et comment la trouver et l'évaluer. L'évaluation vous aidera à comprendre les forces et les faiblesses du programme et à déterminer ce qui a bien fonctionné et pourquoi. L'évaluation vise à examiner le rendement antérieur et à établir des plans d'action pour l'avenir afin d'améliorer la qualité et la pertinence de votre formation. Les évaluations devraient viser à en apprendre le plus possible sur l'expérience de la formation et ses résultats, vous permettre de donner suite au savoir acquis, partager l'expérience de la formation avec d'autres membres de l'organisation. Pour réunir des données significatives et utiles, vous devez choisir les outils et les procédures d'évaluation qui les révéleront. Vous avez besoin d'informations reliées spécifiquement aux objectifs établis pour la formation et qui démontrent clairement ce qui a été accompli et ce qui reste encore à faire. Idéalement, il faut planifier le processus d'évaluation au cours de l'établissement du programme de formation en compétences essentielles. Lorsque les buts et les objectifs de la formation sont en place, vous pouvez élaborer une stratégie d'évaluation qui détermine dans quelle mesure ils ont été atteints. Il faut d'abord décider ce que vous voulez déterminer, à qui s'adresse l'information et à quoi elle servira. La formation s'adresse-t-elle aux propriétaires de l'entreprise, aux cadres, aux apprenants, aux formateurs ou aux clients? Voulez-vous savoir si les apprenants sont satisfaits de la formation? Voulez-vous savoir si la formation a eu un effet sur la productivité? L'objet de l'évaluation vous aide à déterminer vos besoins en information et aura un effet sur la complexité et le coût de l'évaluation. Il faut ensuite déterminer l'information dont vous avez besoin pour obtenir ces réponses et l'information qui est la plus importante. Il faut ensuite leur demander où se trouve cette information et comment l'obtenir. Enfin,
Il faut réunir les données et les évaluer. Pour illustrer certaines de ces étapes, penchons-nous sur une raison d'être courante d'une évaluation: améliorer la qualité et la pertinence de la formation. Vous pouvez déterminer les réactions des apprenants et ce qu'ils pensent de leur formation afin de pouvoir formuler des commentaires sur la formation aux formateurs et aux créateurs de programmes d'études. L'information dont vous avez besoin pourrait porter sur la satisfaction des apprenants à l'égard de la formation et sur l'utilité qu'ils y voient dans leur emploi. S'il s'agit là de vos besoins en information, demandez-vous qui détient cette information. Ce sont évidemment les apprenants. Un questionnaire rempli immédiatement après la formation pourrait être un moyen d'obtenir cette information. Vous pourriez demander aux apprenants s'ils étaient satisfaits des divers aspects de la formation, quels aspects il faut améliorer et comment ils prévoient utiliser ce qu'ils ont appris. Le plan d'action présente des suggestions sur d'autres aspects à évaluer: savoir et compétences acquis, transfert du savoir au travail et retombées sur les milieux de travail. Le guide propose aussi des questions appropriées et des méthodes de collecte de données sur chacun de ces aspects. Il y a d'autres questions courantes auxquelles la direction pourrait souhaiter avoir des réponses. Combien de personnes y ont participé? Combien coûte la formation? Comment les apprentis et les employés en ont-ils bénéficié? Comment l'organisation en a-t-elle bénéficié? Comment les objectifs de formation appuient-ils les valeurs de l'organisation? Y a-t-il des groupes de travailleurs qui ont besoin du programme mais n'y participent pas? Par exemple, femmes, allophones ou membres d'un groupe minoritaire, travailleurs par corps, travailleurs dans un service ou dans un domaine particulier. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour supprimer les obstacles qui les empêchent de participer? Vous pouvez poser les mêmes questions ou des questions semblables aux apprenants, aux superviseurs et aux moniteurs. Il est recommandé de poser à la fois des questions structurées et des questions ouvertes. Les questions structurées produisent des statistiques et les questions ouvertes encouragent vos répondants à préciser librement leurs pensées. Même s'il est difficile de quantifier des réponses à des questions ouvertes, elles offrent plus de substance et peuvent vous fournir de l'information importante que vous n'aviez pas pensé à demander. Il est possible de réunir les données d'évaluation au cours de la formation, à la fin de celle-ci et au cours d'un suivi. Les façons les plus courantes de réunir de l'information des fins d'évaluation sont les suivantes: entrevue en particulier, discussion en groupe, formulaire d'évaluation des cours, examen de données internes, observation de tâches. Autre façon possible de suivre la formation: portefeuille de travaux et d'activités complétés par les participants en cours des activités d'acquisition du savoir, rapport d'étape oraux et écrits comportant des évaluations des moniteurs et des auto-évaluations des participants, échanges périodiques pour déterminer les réalisations et les améliorations qui s'imposent. Une évaluation structurée effectuée à la fin de la formation produit des renseignements précieux qui guideront l'élaboration d'un programme à l'avenir. Elle peut déterminer si la formation était pertinente, utile et personnalisée. Les commentaires positifs que vous tirez de l'évaluation vous aideront à justifier de continuer à investir dans la formation spécialisée en milieu de travail. Les apprenants peuvent préférer formuler leurs commentaires au cours d'entrevues en particulier, tandis que les superviseurs et les moniteurs peuvent préférer vous rencontrer en groupe. Le mélange des sources d'information et des méthodes de collecte de données produit de l'information plus équilibrée sur laquelle fonder votre évaluation. Certaines méthodes de collecte d'évaluation sont plus efficaces dans certaines situations que dans d'autres. Par exemple, la collecte de données par entrevue permet de discuter de tout un éventail de sujets, permet de réunir de l'information provenant de groupes en particulier comme des experts de la formation, des apprentis, des apprenants, des superviseurs ou des cadres, peut se faire par téléphone ou en personne. L'entrevue donne de bons résultats dans les situations suivantes. Vous n'avez pas beaucoup de personnes de qui obtenir l'information. Vous voulez des opinions, par exemple sur la question de savoir si les niveaux de compétences des apprentis se sont améliorés, en supposant que vous n'avez pas effectué de pré-test ni de post-test. Elle est flexible et permet de tenir des discussions en détail. Parce qu'elle se déroule en particulier, les entrevues donnent de bons résultats lorsque le sujet est compliqué ou de nature délicate. Le plan d'action présente ce type d'informations pour d'autres méthodes de collecte: groupe de discussion, sondage, pré-test et post-test pour évaluer le savoir acquis, examen de données internes, observation et groupe d'experts. Lorsque vous avez réuni et analysé vos données, vous pouvez juger les résultats en fonction de critères comme les suivants. Dans quelle mesure la formation a-t-elle atteint tous les objectifs établis au cours de l'évaluation des milieux de travail? La formation était-elle importante et le niveau de difficulté était-il approprié? Le fournisseur de formation était-il efficace et agréable? Les apprentis et les employés ont-ils pu appliquer dans leur travail ce qu'ils ont appris au cours de la formation? Voici quelques conseils pour tirer le maximum de vos résultats. Obtenir des commentaires sur les résultats de l'évaluation de décideurs clés et des personnes qui ont participé à la conception et la présentation d'informations. Rendre les résultats généralement
et facilement accessible. À cette fin, il faut assurer que les résultats d'évaluation sont disponibles pour les décideurs clés et tous les responsables de l'élaboration et de la présentation de la formation. Annoncez généralement où il est possible de trouver les résultats de l'évaluation. Suivre la qualité des résultats d'évaluation au fil du temps. Préciser clairement ce que l'on attend de l'évaluation. Mettre en place des lignes directrices sur des évaluations de grande qualité. Garder des exemples repères d'évaluation antérieure très satisfaisants. Enfin, présenter les résultats dans un format convivial, clair et suffisamment détaillé. Voici certains des facteurs qui aideront à assurer la réussite de votre évaluation de la formation. Respectez la vie privée de ceux qui fournissent l'information. Décrire l'évaluation comme un outil positif et valable qui aide à améliorer les résultats de la formation. Il faut s'assurer que chacun comprend la raison d'être de l'évaluation et à quoi elle servira et ne servira pas. Mettre vos méthodes à l'essai pour assurer qu'elles vous donnent l'information dont vous avez besoin. Fournir de l'information et des procédures claires, pertinentes et fiables. Encourager tous les intéressés à faire preuve de franchise. Permettre à un vaste éventail de personnes de participer. Comme les horaires de travail de nombreux milieux de travail changent constamment, il faut faire preuve d'assez de souplesse pour réviser votre calendrier afin d'y prévoir des aménagements pour vos sources d'information. Participer à la planification du programme de formation aux compétences essentielles dès le départ. Utiliser plusieurs méthodes de collecte d'informations provenant de diverses sources. Utilisez les constatations pour orienter les lignes directrices sur le financement et des initiatives futures. En suivant les webinaires et utilisant le plan d'action, vous avez franchi un pas important dans l'élaboration d'un programme de formation en compétences essentielles. Après avoir lancé votre programme, vous devriez voir le rendement de votre organisation s'améliorer graduellement. Il faut suivre les résultats pour déterminer si vous bénéficiez des retombées suivantes sur les plans de rendement et des affaires ou de retombées semblables. Motivation améliorée, plus grande productivité, roulement plus faible, apprentis et employés qui adoptent le changement, réduction du nombre des accidents, objectif d'affaires plus facile à atteindre. Nous espérons que ce webinaire vous a aidé à comprendre ce que comporte la planification d'une formation en compétences essentielles pour votre milieu de travail. Lorsque votre programme de formation en compétences essentielles sera en place, nous vous encourageons à continuer de suivre les compétences essentielles pour assurer que les employés et les apprentis sont bien équipés pour réussir. C'est particulièrement important lorsque des changements technologiques ou organisationnels ont des répercussions sur les compétences essentielles nécessaires. Ces changements pourraient obliger à effectuer d'autres évaluations ou à donner d'autres formations afin d'aider les apprentis à s'adapter et à bien fonctionner. En terminant, voici de nouveau 2 sources essentielles pour orienter la formation en compétences essentielles. Le plan d'action du Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles de ressources humaines Développement des compétences Canada, dont s'inspire ce webinaire, et le site Web sur les compétences essentielles qui offre une multitude d'outils et de ressources. Ceci met fin au webinaire 3 sur la formation en compétences essentielles et l'évaluation du programme. Le 4e et dernier webinaire de la série présente une revue des divers outils et ressources qui vous aident à mettre en œuvre la formation en compétences essentielles dans votre milieu de travail. Pour en savoir davantage sur l'implantation de la formation en compétences essentielles dans votre organisation, veuillez communiquer avec le Forum canadien sur l'apprentissage. Les coordonnées sont indiquées sur la diapositive. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette présentation. Nous espérons que vous avez trouvé l'information utile. Merci.